Voilà, c'est parti, il est 12h31 et nous sommes avec vous jusqu'à 14h, on est le 17 et vous êtes bien contents d'être avec nous, et nous aussi, d'ailleurs on vous salue, bon appétit si vous êtes encore à table, 12h30, oui ça va, on est encore à table. Alors aujourd'hui, bien sûr, la barque est lourde comme d'habitude, on va recevoir des gens intéressants, Ludivine Gustave Diduflo, bonjour. Bonjour. Elle est coach business et elle va parler de ce séminaire qu'elle a organisé la semaine dernière et elle fait un bis repetita dimanche prochain et on parlera un petit peu le pourquoi de ce séminaire business qui est presque offert. Complètement offert. Complètement offert. Complètement bon. offert. Dans ces temps de crise, c'est pas une mauvaise chose, un vrai cadeau. Exactement, et c'est la philosophie. Eva Gérion, administratrice et responsable de la commission prévention de la mutualité française, sera avec nous dans un instant. André Simoneau, qui est directrice générale de la communication de C2Com, K2Com, sera aussi avec nous. On parlera beaucoup de communication. Et puis on va terminer avec Edith Evrilus, qui est naturopathe. On en a bien besoin de parler de la fonction de l'eau. Dans le corps humain, très important. On oublie souvent que le corps humain, il y a plus de 30%, 40% je crois d'eau dans le corps humain. On l'oublie souvent. Et puis on va terminer avec la chronique de Sandy Kelly, la chronique S2M. Aujourd'hui, elle parlera avec un gars particulièrement, un fournisseur de bijoux. Très intéressant, on l'a rencontré. Sinon, l'actualité, c'est la pose de la première pierre du CIMGOA. C'était avec Charlie Dagonia. Au CSPD du Moule, bilan délinquance, c'est aussi toujours Charlie qui s'est rendu sur place. Et là, c'est la commission de sécurité et contre la délinquance. C'est très important par les temps qui courent. France Relance, entreprise Bois d'ici, c'était Grégory Labs. Et puis on fera le parcours prépa au professorat. Voilà, merci encore d'être aux ZCL. Nous sommes en télé, nous sommes à la radio, nous sommes sur le... aussi, si vous n'avez pas la radio, la télévision, mais vous avez au moins un Facebook. Nous sommes en Facebook Live et le replay est sur le Facebook Live. Donc, dès que l'émission est terminée, vous pouvez reprendre depuis le début. Alors, on reçoit cette dame qu'on avait reçue il y a quelque temps. Elle avait sorti un ouvrage. Je me souviens, elle était venue nous voir. On nous a parlé de son parcours aux États-Unis, en Chine aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est une Guadeloupéenne. Donc, de temps en temps, elle revient dans son pays. Et elle est venue dans son pays offrir aux Guadeloupéens un petit peu de coaching en ce qui concerne le business. Donc, Ludivine, pourquoi cette offre d'abord ? Pourquoi cette offre ? Tout simplement par rapport au constat qui est le suivant. Beaucoup de nos sociétés passent par des périodes particulières par rapport à cette crise. Et l'idée, c'est de leur apporter une plus-value, de prendre avec elles un peu de hauteur pour pouvoir rebondir et voir comment capter, saisir les opportunités ou encore quelle approche adopter. Alors j'ai envie de vous demander vous-même comment vous avez vécu ces 18-20 mois passés de crise où les entreprises étaient en confinement, où les gens étaient confinés, les gens étaient stressés aussi, il faut le dire, les chefs d'entreprise étaient déprimés. Comment vous, personnellement, en tant que chef d'entreprise aussi, coach, vous avez passé ce temps ? Eh bien, l'impact a été plutôt géographique, puisque nous étions en Chine au moment... Vous étiez en Chine, oh là. Tout à fait. Nous étions en Asie précisément. Hyper confinés. En Asie plus largement, parce qu'on était précisément en Malaisie à ce moment-là, parce qu'on a fait un tour de l'Asie. Et donc, le jour même, on a pris un billet d'avion, si je me rappelle encore, il était 9h du matin, on partait prendre notre petit déjeuner. À midi, finalement, billet d'avion pris, 17h dans l'avion. Oui. Puisqu'on avait senti vraiment ce problème qui devenait sérieux. Donc, l'impact a été plutôt géographique, puisque nos activités sont principalement en ligne. Qu'il s'agisse de business coaching ou encore de réflexion stratégique, je peux échanger sans difficulté. Je le faisais déjà à distance, pas nécessairement en présentiel. Oui. Et donc, dans ces pays asiatiques, comment eux, ils vivent votre business ? Puisque, bon, il faut le dire, le coaching, c'est un vrai business aujourd'hui et ça permet de booster les entreprises. Comment les Asiatiques vivent par rapport aux Occidentaux ? Par rapport au Covid ou de façon générale ? D'une façon générale. Déjà, ils ont une autre philosophie. Ils sont très réactifs et très dans le présent. Nous, Occidentaux, on est plutôt dans la projection, dans ce que l'on va faire ensemble plus tard, alors que eux, ils saisissent, ils évaluent vraiment ce qu'une opportunité business peut leur apporter sur le court terme. D'ailleurs, on le verra dans des signatures de contrats. Un contrat signé aujourd'hui n'est pas nécessairement celui qui va être appliqué demain. Il s'ajuste de façon vraiment ils ont une autre approche du business. Complètement. Et ça, il faut le comprendre avant de vouloir échanger ou mettre en place un marché à l'international, qu'il s'agisse de la Chine ou d'un autre pays d'ailleurs. C'est très important. On vient souvent avec nos cultures en se disant on va juste étendre l'activité, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment comprendre les besoins déjà du pays, de l'environnement dans lequel on cherche à s'implanter, et ensuite la façon de dealer, de procéder.
Je pose comme question, vous êtes passé à Hong Kong quelquefois, non? Tout à fait, tout à fait. Là, on y était pendant les émeutes, justement, c'était assez particulier. Oui, justement, j'allais vous dire, c'était particulier, là, à ce moment-là. Oui. On s'est retrouvés, comme dans un film, s'est retrouvés parmi les manifestants. On pensait faire une simple promenade, on voyait bien qu'il y avait du monde et qu'il y avait de l'affluence, et il a suffi d'une fraction de seconde pour qu'on entende quelqu'un lancer un cri en mandarin, et tout le monde a répété de la même façon. Et là, et c'est parti. La manifestation commençait. Assez saisissant, hein. Je le raconte simplement comme ça, mais c'est vraiment saisissant. Alors revenons un petit peu à ce séminaire au business gratuit pour aider à la sortie de crise. Alors c'est vrai que la société guadeloupéenne, les entreprises et TPE ont connu cette crise. Alors quand vous faites, dimanche dernier, il y avait une première manifestation, il y a des gens qui sont venus. Qu'est-ce qu'on vous demande particulièrement? Quelles sont les demandes? Les questions sont comment prioriser, par exemple. On a différents types de questions. On a vraiment des questions assez techniques par rapport au projet, mais aussi des questions sur le savoir-être. Par exemple, comment réussir à lâcher prise dans un tel contexte. Puisque c'est bien là, en fait, finalement aussi, que se trouve le challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les participants ont pu poser leurs questions. Et ensemble, on y a répondu. J'arrive pas sur mes grands talons en disant alors je vais vous répondre parce que ce serait vraiment... C'est pas professoral. Déjà. Et puis, c'est vraiment cette intelligence collective, cette synergie. Et moi, en tant que coach, je leur apporte ce que j'ai par rapport à la méthode 5K3-2-1, mais aussi par rapport à cette expérience européenne et internationale. Donc, ça leur apporte des lumières complémentaires. Et vous avez senti quand même la synergie entre questions et réponses? Complètement. C'était vraiment interactif. Et à ma grande surprise, quand j'ai à ma grande surprise par rapport à ce que j'ai pu vivre à l'étranger, encore plus agréable. Ah bon? Tout à fait. Ah bon? On a vraiment ici cette culture du développement. Par contre, ce qui nous manque encore, et on l'a observé, c'est cette idée de construire ensemble, cette idée de synergie pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Et vous essayez de destiner ça, de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'on mutualise qu'on peut? Alors, ce qu'ils ont surtout compris, au-delà de la mutualisation, qui est un point important, c'est la méthode de management. On peut avoir de bonnes idées, mais si on ne sait pas implémenter le projet, eh bien, une bonne idée peut devenir un projet complètement catastrophique. Oui. Et donc, ça signifie qu'il faut que nos chefs d'entreprise soient de plus en plus coachés. Je pense que c'est nécessaire. Les plus grands se font coacher. Alors, il n'y a pas de maturité professionnelle pour se faire coacher, puisque l'entreprise vit parce qu'elle a une série de projets qui se mettent les uns après les autres en place. Et donc, un projet n'étant pas l'autre, c'est toujours quelque chose de nouveau que l'on aborde, même si on a l'expérience opérationnelle. Donc, c'est important de prendre de la hauteur avec un autre professionnel. Alors, après avoir fait ce séminaire et puis d'autres interventions en Guadeloupe, puisque vous revenez quand même assez régulièrement, tout à fait. Vous avez un petit peu commencé à établir un profil du manager guadeloupéen, ses bons côtés et ses faiblesses? Ça se dit pas à la télévision? C'est un petit peu délicat dans le sens où je ne peux pas généraliser. Parce qu'on a vraiment des profils différents les uns des autres. Mais par contre, ce que je peux mettre en évidence, c'est l'appétit du risque. Oui, ah bon? Oui, vraiment. On a et c'est ceux qui sont plus agiles, qui réussissent, qui n'ont pas peur de prendre une certaine part de risque. Alors bien sûr, le risque, il ne s'improvise pas. On évalue la réponse face au risque, etc. Mais ce que je note en tout cas, c'est cet appétit qui doit grandir sérieusement pour qu'on puisse connaître quelque chose de vraiment différent au niveau réussite, succès sur nos marchés. Et vous sentez le dynamisme chez l'entrepreneur guadeloupéen? Clairement. Enfin, surtout les femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui investissent. D'ailleurs, il y avait beaucoup plus de femmes au séminaire que d'hommes. Par contre, ce qui était agréable, c'est qu'on avait vraiment un public varié. Donc des personnes des administrations, du côté public comme privé, c'était vraiment un groupe assez différent et qui justement a pu, grâce à cette diversité, apporter des angles de lumière différents. Quel va être l'ordre du jour de dimanche? Le même que dimanche dernier, mais ce qui va faire la différence, ce sont les interactions des participants. Eh bien, on leur réserve quelques surprises, parce qu'on leur propose de passer à l'action, de vraiment mettre en évidence leurs compétences, donc leur savoir-être surtout, et puis leur savoir-faire. Donc d'abord une présentation de la méthode 5K3-2-1 de façon interactive, et l'après-midi, vraiment, réponse aux problématiques, aux challenges que rencontre l'entrepreneur ou le dirigeant. Mais de vraies réponses, pas de blabla. Alors quand même, je tenais à le dire, c'est quand même particulier. Vous êtes guadeloupéenne, vous avez créé une méthode 5K3-2-1 qui est devenue universelle pratiquement. Oui, parce que... Comment vous expliquez ça? Eh bien... Alors moi, je viens de l'environnement du management de projet au niveau international avec des certifications dans le domaine. Et en fait, ce qui fait la différence avec cette méthode, c'est qu'elle ajoute en plus la dimension humaine.
Oui. Jusque-là, c'était plutôt les entreprises qui donnaient un peu le là. Maintenant, ce sont les hommes, les individus qui donnent le là par rapport au projet. Et c'est ce qui fait la différence dans la façon d'approcher un projet. Oui. Et dimanche, il reste encore des places ? Oui, il reste. Alors, il reste encore quelques places, c'est vrai, mais il y a déjà beaucoup de participants attendus. La moyenne, c'est quoi ? La jauge, c'est combien de personnes il faudrait ? Là, précisément, on est à un peu moins de 200 inscrits. Mais on ne peut pas aller plus loin parce que la salle ne prend pas plus de personnes. Oui, j'imagine. Donc il reste quelques places. On sait bien que le jour J, il y a toujours des personnes qui désistent. Je peux encore m'inscrire ? Ah mais bien sûr, bien évidemment. Par contre, pour ça, il faut aller sur le site. Je ne sais pas si je dois le citer ici ou si ce sera communiqué après. madizymanagement.com, MADIZY, management.com. Oui. Pas de livre en perspective ? Oui, il y aura les livres déjà écrits, les 3, c'est déjà pas mal. Bon oui. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut continuer cette approche de conscientisation sur l'importance du management. Donc, pas d'écriture en perspective là pour le moment. Tout de suite. Alors, c'est la dernière question. Dites-moi. Est-ce que Ludivine, il faudra un jour faire, on va dire, un séminaire pour les coachs, pour aider la formation de coachs ? Parce que j'avoue que j'ai reçu ici beaucoup de coachs, du bon et du moins bon, hein, je le dis tout de suite. Hein. Et c'est vrai que dans cet environnement, on retrouve de tout. Et alors, c'est pas du bon et du moins bon par rapport à leur formation, ce sera plutôt à la mise en pratique de leur formation. La mise en pratique, oui, c'est ça. Exactement. Je pense que vous faites de la formation pour les coachs ? Tout à fait. On a la formation en management certifiante, mais on a la formation et pour les coachs et pour les formateurs, toujours dans le périmètre du management de projet. Je pense que tout individu qui veut exceller dans son domaine, de toute façon, doit se former. Il faut faire preuve d'humilité. Même moi, je continue à me former. Même moi, je suis accompagnée de mentors. C'est comme ça qu'on peut aussi partager ce que l'on a capitalisé. Prochain retour en Guadeloupe dans combien de temps ? Je ne sais pas. Là, vous repartez en Chine, ça y est ? Pas tout de suite. Parce que là, ils sont en train de reconfiner, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais ils sont habitués à ça. Ce n'est pas leur première expérience. Et contrairement à nous en Europe, ils sont vraiment réactifs. Et ils continuent à travailler. Donc, il n'y a pas vraiment malgré le confinement. Tout à fait. Ils sont vraiment dans cette culture du présent. Le présent. Votre question ? Non, je vous remercie d'être venu et on donne donc le rendez-vous dimanche. Alors dimanche 20 de 10h à 19h15 à l'hôtel La Créole. D'ailleurs, j'en profite pour remercier également nos partenaires sur cette, puisque c'est gratuit. C'est vrai qu'on y a mis d'une autre, mais on est aussi soutenu par donc La Créole Beach, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant et Sandra Bisson Agency. Je tiens vraiment à les remercier, sans oublier les sources Saint-Jude et nos autres partenaires. Merci d'être venus dire tout ça. Tout à fait. 12h46, on revient à l'actualité. L'actualité, je le disais, donc c'est la pose de la première pierre du Simgwa et c'était devant la caméra de Charlie Dagonia. On regarde. Alors, ce centre de recherche et développement va permettre de développer premièrement l'activité du Simgwa, d'adapter l'offre de soins. Donc, nous souhaitons effectuer des essais cliniques pour adapter justement les radiopharmaceutiques proposées sur le site. Donc, l'idée, c'est de permettre de détecter de façon plus précoce les maladies, d'optimiser en fait le suivi en fait des traitements et aussi de travailler sur tout ce qui concerne la biodiversité lorsqu'il peut y avoir un rapport avec notre santé. Le Simgwa, la région Guadeloupe a fortement porté ce projet et nous sommes dans la continuité de la politique que nous entendons mener au niveau de la santé, parce qu'avec le vieillissement de la population à partir de 2030, il faut avoir une offre de soins de qualité et il faut surtout essayer de corriger les inégalités territoriales. Donc avec le Simgwa, on va pouvoir demain prendre mieux en charge certaines pathologies, on va pouvoir mieux dépister certains cancers et répondre à ce besoin fondamental pour la population guadeloupéenne. En tout cas, la région a bien montré au travers de ce projet qu'elle entendait avoir une politique de santé en complémentarité de l'action de l'État et de l'Agence régionale de santé, et j'ose espérer qu'ils vont soutenir fortement ce projet qui est à proximité du nouveau CHU
et aussi à proximité du campus santé que le président Chalus a souhaité qu'on puisse réaliser en Guadeloupe avec la faculté de médecine de plein exercice. Bon, c'est vrai que quand nous avons des partenaires tels que la région, le département, la SEM patrimoniale et bientôt l'université, le CHU, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour la formation également aussi de la jeunesse guadeloupéenne, pour permettre à notre jeunesse guadeloupéenne aussi de s'approprier le CIMGUA, de s'approprier ses recherches et développements pour pouvoir aller de l'avant et trouver des solutions pour nos poissons guadeloupéens et pour améliorer leur santé sur le territoire. Écoutez, là, on a posé la première pierre. Le chantier se terminera au mois d'octobre, au mois de novembre. On fera les installations techniques à ce moment-là, ainsi que leur qualification. Et le centre de recherche commencera à fonctionner en 2023. Et je pense que les premiers effets de la recherche se produiront fin 2023. Voilà, on a vu beaucoup de femmes pour cette inauguration. On continue, on part en direction du Moule, puisque la question du bilan de la délinquance se pose, puisque le CLSPD, qui se charge justement de lutter contre la délinquance et fait aussi de la prévention, a fait son premier bilan devant la caméra de Charlie Dagonia. C'était au Moule. L'objectif de cette réunion, c'est qu'il y a 2 ans, on n'a pas réuni le conseil local de la prévention de la délinquance, puisque à cause de la pandémie, à cause des grèves, à cause de toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, c'est la grande réunion avec tous les partenaires qui sont dans le CLSPD. Il y a un conseil d'administration, mais nous avons des partenaires. Les partenaires, la gendarmerie, la police, la douane, tout cela. Puisqu'on parle de délinquance. Qui dit délinquance, ça peut être la délinquance routière, la délinquance, la violence, nos jeunes, nos enfants. Et pour nous, c'est faire le bilan. Et on va mettre encore d'autres actions en place et continuer ces actions que nous avions déjà mis en place. Le Moule, c'est une commune où la délinquance est maîtrisée. Et c'est important de le dire parce que ici, sans doute en raison de l'éloignement aussi, c'est une commune qui a peut-être moins subi d'abord les événements de fin d'année. Et puis c'est une commune qui arrive à maîtriser la délinquance. Les gendarmes qui ont présenté leur bilan il y a quelques minutes ont fait apparaître que les chiffres sont plutôt bons. Les chiffres de la délinquance, avec évidemment bien sûr de vraies difficultés qui existent toujours, notamment sur les violences intrafamiliales, la circulation des armes à feu. C'est des choses qui existent ici aussi bien sûr, mais peut-être en moins grande quantité qu'ailleurs. Après 2 ans, je pense que le bilan il est positif. L'essentiel, il faut continuer. Vous voyez, par exemple, on a parlé du système de vidéo. On se rend compte que c'était important et il faut encore redoubler d'efforts. Alors c'est vrai que toutes ces actions, nous le mettons, certes, avec des deniers communaux, avec l'argent communal, mais aussi avec l'aide de l'État, puisque nous avons un contrat de ville, nous avons un PRE, nous avons la réussite éducative que nous allons mettre ensemble. Ça s'adresse à la population, mais surtout à la jeunesse. Alors on peut toujours faire mieux, c'est certain, on doit toujours faire mieux, on doit améliorer, je crois, d'abord la citoyenneté. Moi je pense que vraiment c'est un travail du CLSPD. Le CLSPD c'est une instance qui parle de prévention de la délinquance. Et la prévention de la délinquance, ça commence très jeune, ça commence par apprendre la citoyenneté, ça commence par apprendre les règles de vie en société. C'est très très important de travailler là-dessus avec des jeunes qui doivent comprendre qu'avant d'être des individus, ils sont des citoyens, c'est-à-dire des gens qui sont intégrés dans un système et qui doivent en tenir compte pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, 12h52, le premier break de ce ZCL News. Je rappelle donc qu'on a reçu tout à l'heure Madame Ludivine Gustave Diduflo pour son séminaire business, c'est dimanche. Il reste encore quelques places, dit-elle. Et sur le site, rappelez quand même le site. madizymanagement.com. M-A-D-I-Z-Y management.com. Management.com. Voilà, c'est fait. À tout de suite, on se retrouve dans un instant pour nos prochains invités. Je parlais de Madame Eva Gérion et aussi d'Edith Evry. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir 2 femmes. Eva Gérion, bonjour.
administratrice et responsable de la commission prévention de la mutualité française, mais aussi au conseil d'administration de la MMT. MNT, oui. Avec élu de la MNT. Élu de la MMT, voilà. On va parler de l'avenir des mutuelles. Et puis on va recevoir une communicante très jolie, très connue, très médiatique, un peu rare quelquefois, mais toujours bien habillée quand elle vient chez nous. D'ailleurs, les femmes, quand elles viennent ici, ils sont au top. Maman là était là tout à l'heure. Tu l'as rencontrée? Non, je n'ai pas vu. On vient de recevoir Madame Gustave Duflo, Ludivine Gustave, la coach qui fait un séminaire gratuit dimanche. Ah, d'accord. Ouais, pour tout le monde. Et tous ces gens-là deviennent au top. Gaëman Gérion, excusez-moi. Bon, alors, Madame Gérion. Mais notre animateur est au top aussi. Il faut lui renvoyer. J'ai dit animateur. Notre journaliste, c'est. Figurez-vous, je me suis mise aussi en rouge. J'ai dit, j'aime bien le rouge de M. Zandonis. Quand il vient, il dit, métier, je vais me mettre en rouge. Ok. Mais heureusement que j'ai changé de couleur aujourd'hui. On aurait dit ça exprès. Bon, alors, on va commencer avec vous, Madame Gérion, puisque vous êtes retraitée de la fonction publique territoriale. Vous êtes élue à la Mutuelle nationale territoriale, à la MMT, qui est la première mutuelle de la fonction publique territoriale, il faut le dire. Sa vision consiste à être l'acteur mutualiste de référence de la santé, c'est important, du mieux vivre et du mieux-être. Et par ailleurs, vous êtes aussi donc au président de la commission permanente commission de prévention. De la prévention de la mutualité française. C'est ça, et administratrice. Voilà. Et à l'Union régionale, et qui fédère toutes les mutuelles. Alors, donc, on a tout dit sur vous. Voilà. Alors, la première question, quels sont les changements majeurs qui ont impacté le fonctionnement des mutuelles, puisque, bon, les choses évoluent progressivement. Voilà. Alors, il faut savoir, M. Zandonis, que l'ANI, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel, a mis en œuvre la généralisation de la complémentaire santé pour tous. D'accord. Et en plus, le RGPD, c'est-à-dire le règlement général sur la protection des données et solvabilité d'eux, apporte de la sécurité. De ce fait, les mutuelles ont adopté différentes stratégies pour répondre encore mieux aux besoins des adhérents. Oui. Le but consiste à être de plus en plus fort et proposer des cotisations basses pour un bon tarif. À la clé, un socle de couverture relatif aux contrats responsables, incluant la pharmacie, l'hospitalisation, surtout pas de dépassement d'honoraires ni de chambre particulière. Important. Alors, vous avez parlé de la fusion. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, très bien. La fusion. Pour la fusion, je vais dire que quelques mutuelles se sont regroupées sous la forme de mutuelles en offrant différentes perspectives, notamment économiques, grâce à la mutualisation des compétences. En s'unissant, les mutuelles gardent leurs entités et bénéficient de l'effet de puissance. Elles maintiennent l'esprit et les valeurs mutualistes de solidarité et de démocratie. Avec le pot commun, tous cotisent, sans oublier la proximité, le besoin d'être reçu, le besoin d'être considéré. Mais alors, pourquoi il y a un partenariat donc? Alors, très bien. Alors, le partenariat s'applique afin d'apporter aux adhérents l'accompagnement en termes, un accompagnement personnalisé en termes de prévention. Alors, pour la concrétisation, les mutuelles doivent se mettre avec les autres pour se faire aider dans ces missions. Précisément, les mutuelles font appel à des experts qui prédisent que dans 30 ans apparaîtra la perte d'autonomie. Ouais. Alors, donc, on trouve ces experts dans le domaine médical, paramédical, social, comme le CECAS, et aussi pour la conférence des financeurs. Donc, on dira que ces accords de partenariat avec les organismes connus garantissent le sérieux et l'efficacité des actions menées. Alors, la question centrale qui se pose, c'est quel est l'avenir même des mutuelles, puisque vous avez dit que peut-être vont perdre en autonomie, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, très bien. Alors, il faut dire aussi, M. Zandonis, que les mutuelles résilientes ont su s'adapter aux grandes crises telles la COVID-19. Oui. Et de ce fait, la FNMF, la Fédération nationale de la mutualité française, encourage les mutuelles à
développer les actions sociales et la prévention qui sont les deux piliers de la mutuelle. Tout à fait. Afin d'assurer un schéma fondé sur de bonnes bases et s'approprier le mouvement mutualiste qui correspond aux attentes de la société d'aujourd'hui et de demain. Car les Français sont très attachés à leurs mutuelles. Et les Guadeloupéens aussi. Les Français. Oui. Les Guadeloupéens. Les Français sont des Guadeloupéens. Oui. Mais oui, et surtout, ils apportent le sérieux et un service de qualité, oui. Et surtout également est disponible pour ses adhérents. Alors, la dernière question, c'est le problème de l'engagement même des mutuelles. Quel est cet engagement? Sur quel fond? Alors, pour l'engagement, M. Zandonis, avec conviction, je dirais qu'il ne suffit pas, le rôle des mutuelles ne se résume pas seulement dans le remboursement des actes médicaux. Les mutuelles s'engagent à trouver des solutions pour accompagner ses adhérents tout au long de leur vie. En toute certitude, le mouvement mutualiste, le premier acteur de prévention et de promotion de la santé, s'engage, se fixe comme objectif d'empêcher ou de retarder l'apparition des problèmes de santé, de lutter contre le tabagisme, de promouvoir l'alimentation saine et équilibrée et l'activité physique régulière, d'augmenter le diagnostic et le dépistage des maladies, de limiter l'impact sur la qualité de vie des personnes malades et l'accompagnement des aidants, de lutter contre toute addiction. Au final, M. Zandonis, je dirais que le mouvement mutualiste, le mutualisme même, participe à la construction d'une société plus juste, plus solidaire, tel que le cadre de vie, la santé au travail, l'accompagnement des malades et la lutte contre l'isolement. Voilà l'engagement fort des mutuelles. Et je dirais, M. Zandonis, en substance, que les mutuelles doivent toujours s'engager. Merci, monsieur le journaliste, pour votre écoute. Juste un petit mot. Vous êtes quand même, je vais dire, représentant de la MNT. Un petit mot sur la MNT avant de partir. Alors, la MNT, c'est une mutuelle, justement, comme je l'ai dit en début, une mutuelle qui est le premier acteur des agents territoriaux. Oui. Et donc, sa vision, on l'a dit, consiste à être l'acteur principal de référence de la santé, du mieux-vivre et du mieux-être. Voilà, tout le monde métier là, porté en l'air, si porté métier là, et donc métier là, on va rester métier là. Mais si en pile. Alors, je vous donne un petit scoop. Vous savez que le président de la Fédération française des mutuelles sera en Guadeloupe au mois d'avril? Au mois d'avril. Ah, oui. Vous le savez. Absolument. Bien, on va le recevoir ici. Voilà. D'accord, merci. Bravo. Chaque fois que vous venez, je dis que vraiment, vous connaissez bien votre leçon. Ah ouais, et zéro faute. Hein. Zéro faute, vraiment. Merci. Voilà. Il n'a pas ambiguïté ailleurs, il est vraiment au top même. Mais alors, c'est quoi le problème avec la mutuelle de Margaillard alors? Alors, un sacré problème qu'on ne va pas débattre aujourd'hui. Oui. Mais c'est compliqué. C'est pourquoi on dit aux gens, il faut toujours être avec sa mutuelle. On est en direct. On est en direct? Oui, on est en direct. Mais oui. Oui, on est en direct. Et il est 13h11 et on va passer à votre interview tout de suite, Madame Simoneau. On vous répondra sur la question de la mutuelle de Margaillard. Dans le moment venu, il y aura une émission là-dessus. Alors, je vais vous dire qu'on vous a invité. Pourquoi? Parce que depuis, ça fait déjà près de 2 mois, régulièrement, nous recevons des chargés de communication parce que nous sommes en liaison avec le BTS comme de lycée Gervais-Riache. Et les jeunes vous regardent en ce moment
et regardez plein de professionnels qui sont passés avant vous. On a reçu Mme Kondo, Mme Samandagro, enfin, etc., plusieurs responsables de communication. Et donc, on va vous faire comme si vous étiez à l'examen. Vous croyez passer en oral de BTS. Ça va me permettre de me remettre au goût du jour. Voilà, au goût du jour. Alors, première question, c'est quoi au quotidien le travail d'une chargée de com, comme vous? Quand vous êtes responsable d'une agence, vous n'êtes pas chargée de com, vous êtes responsable d'une agence. Oui. Vous pouvez y aller. Alors, je suis responsable d'une agence. J'ai une équipe de communicants et de graphistes. Oui. On est segmenté en 3 compartiments. On a un studio graphique, on a un pôle de communicants. Parce que vous êtes graphiste un petit peu aussi, au départ. Non, je ne suis pas graphiste du tout. Juste communicante. Juste communicante. Je rédige des stratégies de communication, mais je ne sais pas dessiner, je ne suis pas graphiste du tout. Donc j'ai de bons éléments graphiques, des graphistes qui travaillent avec nous au sein de l'agence. Donc mon agence est située à Bemao. En face de la maison de papier, le café papier. J'ai déménagé. On n'est plus là. Non, j'ai déménagé. Il faut dire ça. Faut venir voir moi ou pas venir voir moi. Mais moi, pas venir voir. Mais vous pas venir voir moi. Faut venir voir moi, il faut prendre un petit café pour que les gens va développer l'activité. Donc, j'ai créé une entreprise de communication post-Covid. C'est un challenge. Post-Covid. Oui, post-Covid. Parce que maintenant on vit avec, parce que là, je suis en train de préparer une manifestation pour un de mes clients. On a reçu un cahier des charges de la préfecture avec des contraintes, des jauges à respecter, des passes sanitaires à... Ça complique le job? Ah oui, ça complique considérablement le job parce que on ne peut pas faire le travail de la police, on ne peut pas faire le travail de médecin, on nous demande de contrôler les personnes. Je pense que c'est pas de notre ressort, mais il faut le faire, il faut vivre avec le Covid, donc on vit avec. Ça génère des compétences, des activités supplémentaires. Pour l'instant, qu'on ne peut pas faire supporter aux clients puisque c'est la reprise. Oui. Donc maintenant, on vit avec le Covid. On est responsable parce que quand tu as une agence, il faut que tu sois assuré, il faut que les choses soient en règle. Donc on ne peut pas faire courir le risque aux autres publics s'il y a un cas de Covid dans la pièce où il va se passer des manifestations. Alors, revenons un petit peu à l'organisation quotidienne. Alors, quand vous arrivez dans votre agence le matin, vous réunissez vos personnels pour leur donner les tâches ou bien comment ça se passe? Alors, parce que vous recevez plein de mails, plein de gens qui vous contactent, téléphone, etc. Alors, on est bien organisé. On a un poste administratif, un accueil téléphonique, un accueil physique. Et une fois par semaine, parce qu'on est une petite agence, une fois par semaine, nous envisageons, nous planifions les travaux, nous répartissons les tâches. Alors, les communicants et les graphistes sont réunis ensemble. On descend le plan de travail et chaque personne s'approprie des tâches parce que ce qui est primordial qui fait notre singularité, c'est qu'à Cadecom, je laisse mes collaborateurs et collaboratrices s'exprimer dans la réalisation de leurs tâches. Oui. Donc, ils le font par affinité. Tant qu'on n'a pas de contrainte d'urgence d'un client, je les laisse choisir ce qu'ils veulent faire. Parce que ce qui est bien avec notre métier, c'est que la répétition des tâches ne fait pas partie de notre quotidien. Chaque jour, chaque dossier est un dossier particulier. Nous intervenons sur des dossiers, sur des thématiques, sur des thèmes différents à chaque fois, à chaque demande. Et chaque demande est singulière. Donc, là, en ce moment, nous intervenons pour l'Office de l'eau. Nous avons lancé avec eux samedi dernier un dispositif en faveur de la jeunesse qui est défavorisée, qui est laissé pour compte. Donc, je vois que chaque Guadeloupéen en responsabilité fait de son mieux pour ne pas laisser la jeunesse au bord du chemin. Et donc, on intervient, on a appelé ce dispositif-là, on a fait un brainstorming, on a dégagé un nom qui pourrait faire sens. Ensuite, on a élaboré les supports de communication, on a convoqué la presse, on a convoqué les publics.
On a également accueilli la manifestation dans son déroulé et ensuite on a fait les retombées presse pour pouvoir montrer aux clients l'impact de sa mission, l'impact de son action. Alors, quel est le volet le plus compliqué, le plus difficile dans un travail de communication? Quand vous avez un client qui vous dit, bon, je voudrais de ça, etc., il vous donne un dossier, quelquefois peut-être pas très bien organisé, et à quel moment vous évaluez, bien sûr, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de faire respecter un planning de travail, parce que le client est exigeant, sauf qu'il est exigeant, mais il doit tenir compte de certains paramètres s'il veut le succès de son opération. Nous, on est des communicants, nous ne sommes pas des magiciens. On n'intervient pas sur le temps. Donc, on a besoin d'un minimum de délai pour réaliser les choses correctement. On ne peut pas bâcler un travail. Je préfère refuser un travail que de le faire. Donc, il n'y a pas de chocage. Il n'y a pas de chocage chez moi. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, la relation avec la presse. Alors, la relation. Elle est compliquée, simple. Elle est très compliquée parce que la presse, c'est des stars. Ah bon? Ah oui, la presse est compliquée. Mais non, Danick, tu es une exception. Ah, merci. Ah, tu es une exception. Moi, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, je t'ai au téléphone, tu réponds au téléphone. Oui. Mais là, c'est relativement compliqué. Mais je peux comprendre, hein, parce que il y a beaucoup, c'est un petit pays, tout le monde se connaît, il y a tout le monde veut passer à la télé, tout le monde veut que son événement soit connu. Oui. Et les gens n'ont pas encore fait la différence entre la presse informative et la presse promotionnelle. Donc, on pense que la presse, et c'est à nous de faire l'éducation de nos clients pour leur expliquer que lorsque vous voulez que votre événement soit médiatisé, ce n'est pas de l'actualité, souvent c'est de la promotion. Il faut faire l'achat d'espace, il faut aller sur des réseaux sociaux, il faut acheter des encarts, il faut faire des spots, tout dépend du sujet. Si c'est de l'actualité, c'est pas la même chose. Si c'est un produit que vous vendez, c'est pas la même chose. Toutes les démarches sont structurées de manière à obtenir un résultat satisfaisant pour le client. Alors, autre chose, André, je vous connais depuis quelques années, pas depuis 150 ans quand même, ni 109 ans. Ni 109 ans. Mais depuis quelques années. Il y a un phénomène nouveau qui est apparu, c'est ce qu'on appelle les community managers avec les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre travail au quotidien, dans votre travail globalement? À la fois le digital, le numérique, comme on dit, et les réseaux sociaux. Je dois dire que la crise sanitaire a précipité cette transition qui commençait déjà, hein, parce que depuis l'arrivée d'Internet dans nos activités, on était conscient qu'il fallait évoluer avec l'évolution numérique. Donc, les nouveaux canaux, les nouveaux outils les NTIC, les nouveaux outils d'information et connectés. Donc, ça fait partie du changement de société. Donc, alors ça apporte un plus, un moins, ou compliquer la tâche de la communicante? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, parce que les choses sont d'apparence plus faciles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille galvauder la prestation. Le community manager est un véritable professionnel. Il doit maîtriser les outils. Et malheureusement, dans ce secteur-là, comme c'est un secteur qui est nouveau, les personnes qui se prétendent community manager font n'importe quoi. Donc, et nous, derrière, c'est comme les logos, c'est comme la création graphique. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, Danick, que je ne suis pas graphiste. Oui. Un graphiste, c'est quelqu'un qui a fait une formation, qui a fait une école d'art, qui a fait une formation donnée. Oui. Le community manager est un professionnel. C'est un volet de formation qu'il faut acquérir parce qu'il faut pouvoir conjuguer et maîtriser les réseaux sociaux, le digital. Oui. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Il faut avoir une bonne culture aussi peut-être? Il faut avoir, mais c'est un volet de la communication. Oui. Ça renforce, c'est un moyen de communication. C'est d'abord, il faut savoir c'est quoi la communication, et ensuite le community manager doit pouvoir maîtriser toute la palette de propositions qu'il peut faire pour donner satisfaction à son client.
Alors, autre chose, est-ce que dans votre agence, ça vous arrive de prendre des stagiaires, puisque les gens qui sont en BTS ou en master de communication posent souvent la question de ne pas trouver stage, les chefs d'entreprise ne prennent pas d'alternants. Je parle d'alternants. Alors, moi, j'ai un alternant en ce moment. Il est avec nous depuis 2020, il s'appelle Anthony, il est à Fort. Et il prépare du marketing. Du web marketing? Non, marketing territorial, je pense. Marketing territorial. C'est ce qu'il fait. Et j'essaie de lui apporter toutes mes compétences et je le mets à l'aise pour qu'il puisse aimer le métier que nous faisons. Parce que c'est un métier qui est passionnant. Alors justement, j'allais y venir. Pourquoi c'est un métier passionnant? Parce que tu découvres tout le temps. Si tu es alerte, tu aimes la vie, tu aimes la communication parce que tu es sans cesse en découverte, en situation d'apprentissage. Tu n'as jamais fini d'apprendre. Lorsque tu as fini d'apprendre, lorsque tu es arrivé au bout de tes compétences, ça veut dire que tu es bon pour rester chez toi. À la retraite. À la retraite. Donc, c'est un métier qui évolue tout le temps. Donc, tu évolues avec ton temps, tu évolues avec ton métier. J'ai la chance d'avoir des jeunes enfants et j'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Donc, je suis en immersion permanente et ça me permet de rester connectée, de rester dans l'actualité. Et je dois dire que chaque fois que je peux, je donne une chance à la jeunesse parce qu'il faut qu'un jour qu'ils commencent. Alors, il y a souvent des jeunes qui regardent, qui sont en BTS communication. Quel est le message que tu voudrais leur transmettre, leur dire aujourd'hui au micro du ZCL? Alors, moi, ce que je vais leur demander, parce que je suis confrontée à ça, la communication ne s'improvise pas, la communication s'apprend. C'est un art qu'il faut maîtriser, il faut être compétent parce que c'est un métier qu'il faut pratiquer avec sérieux et rigueur. Et je demanderai, si j'ai un conseil à leur donner, c'est vraiment de revoir l'orthographe. Revoir l'orthographe. Revoir l'orthographe. J'en sais quelque chose. Mon Dieu, Danick, je deviens folle. Donc, rien ne peut sortir. Et quand je vois pas. Quoi, moi, tu parles seul. Et quand ça sort, quand je vois pas, c'est le client qui m'appelle. Bayam Simono, vous n'avez pas vu la faute là. Simono avec EAU. Parfait. Moi, c'est ce que je dois leur dire. Et puis, de ne pas avoir peur d'apprendre, de se tromper, de se modeler parce que ça va vite, ça change tout le temps. Et il ne faut pas avoir le sentiment d'avoir un BTS, c'est le début. Oui. C'est le début. Oui. Le BTS, parce qu'on va jusqu'au master maintenant. Mais oui, mais c'est le début. Et puis il y a l'ingénierie. Oui. On a fait une année en France, je crois que c'était en 2002, oui. Mais l'ingénierie en communication existe au Canada. Il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Il faut se former et pour performer. Oui. C'est un métier d'avenir ou bien c'est un métier du passé? C'est un métier d'avenir. On voit de plus en plus? De plus en plus. Maintenant, tu vois, Danick, le web a pris le pas. Maintenant, le support papier n'existe presque plus. Maintenant, c'est liens, c'est Zoom, c'est réunions à distance, un webinaire. Donc, on évolue avec, il y a 10 ans, que si je t'avais dit webinaire, tu m'aurais dit qu'est-ce que c'est, qu'on va raconter moi là. Donc, c'est un métier en perpétuelle évolution. Oui. Et on n'a pas fini. Oui. Et donc, dernière chose, est-ce que les chefs d'entreprise guadeloupéens aujourd'hui ont compris la nécessité de la communication? Alors, quand globalement, je ne parle même pas des collectivités, je parle des chefs d'entreprise d'une manière générale. D'une manière générale, mais ils sont quand même radins. Ils sont quand même radins et c'est le budget. Donc pour eux, la communication, c'est... Oui, pour eux, la communication, c'est... rien, quoi. Oui, alors que c'est l'élément essentiel de leur développement. C'est annexé à leur développement. Si on ne sait pas qu'ils existent, ils ne peuvent pas faire du chiffre. Oui. Ils vont faire, mais ils ne vont pas faire. Ils n'ont pas encore compris ça? Ils n'ont pas encore compris ça. Ça commence à venir. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai dit à Lucette Michaud-Chevry que je faisais de la com, elle m'a dit, quoi, tu avais à France Télécom? D'accord. Hein? D'accord, donc tu vois. Oui. Donc la communication est un métier d'avenir. Il faut se former pour performer. Le métier du présent et de l'avenir? Ah oui. Il ne faut pas avoir la tête en l'air. Il ne faut pas avoir la tête en l'air. Il faut être rigoureux et puis ne pas croire qu'on sait tout faire. Il faut toujours apprendre. Il faut avoir l'humilité de se former. Toujours. Mais nos petits BTS qui nous regardent, vous avez entendu ce qu'une professionnelle, combien d'années de com déjà? Au moins, ça va me
on va dire... pas envie de dire. Pas envie de dire, mais quelques années. Quelques décennies. Bon, en tout cas, merci André d'être venu parler de votre métier, parler à des jeunes qui vous ont écouté, qui verront cette émission aussi sur le replay du Facebook. Il est 13h26, on prend la deuxième et dernière pause. Et tout à l'heure, on va recevoir Edith Evrilus et puis on va terminer avec Sandy Kelly, qui est une communicante aussi, et qui fait une belle petite chronique qui s'appelle STM. À tout de suite. Voilà, il est 13h31, nous sommes en direct dans le ZCL News et on reçoit Madame Edith Evrilus dans un instant. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là, on va parler avec vous de l'eau. L'eau. Une matière rare, mais ça ne sert pas seulement à boire, à se doucher, mais c'est quelque chose qui est dans le corps humain. Mais avant, comme tous les jours, on a un petit proverbe créole que nous mettons tous les jours, on le fait voir aujourd'hui. Alors, le proverbe du jour, si de l'eau l'en met, c'est si de l'eau. Si de l'eau l'en met est sucré, nous t'es qu'à faire confiti à poisson. C'est un proverbe guadeloupéen tiré du livre de Didier Manette, proverbe créole Guadeloupe. Raoult dit, si de l'eau l'en met est sucré, nous t'es qu'à faire confiti à poisson. Comprendre ce que ça veut dire. Et en fin de semaine, nous faisons une petite parole pour les gens qui connaissent ces proverbes-là, ça dit nous sans ça, parce qu'il y a un sens profond. Alors, Edith, la question de l'eau. Mais avant ça, Edith, vous êtes naturopathe et on croit que les gens deviennent naturopathes comme ça. Il y a des formations, il y a des diplômes. Il y a des formations, il y a des diplômes, il y a son implication personnelle. Et je dis toujours, il faut qu'on ait quand même dans son ADN avoir envie d'aider les autres dans leur quotidien pour leur mieux-être. Oui. Donc, si vous voulez parler de moi, Danick, de mes formations. Mais oui, il faut qu'on ait parce que à partir de quoi tu fais, c'est on va apprendre à faire quand même. Hein. Ah non, parce que j'ai fait... la première chose, j'étais dans une reconversion. Donc, j'ai commencé par faire des massages parce que, comme je dis, mon aïeule, elle était frotteuse et accoucheuse. Et donc, après, les clients me posaient tellement de questions que je me suis dit, je ne vais pas rester au niveau des massages. Donc, j'ai intégré une école pour la réflexologie plantaire. Et arrivé dans cette école, j'ai compris que la réflexologie plantaire était utile pour l'entretien corporel. Oui. Et donc, j'ai fait à peu près 3 semaines de réflexologie plantaire en Guadeloupe. Ensuite, je suis parti en Indonésie aller chercher véritablement les techniques de la réflexologie plantaire. Et c'est là où j'ai fait la réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire, le massage de la tête et du visage, l'enveloppement boret. Après, quand je suis revenu à Goyave, c'est où j'avais mon salon, les questions, les clients s'enflent et les questions se posent. Je me suis dit, waouh, je ne vais pas rester comme ça parce que je n'aime pas rester sur ma faim. Et donc, je me suis inscrite dans une école au Canada où j'ai appris les fondements de la santé. Alors, les fondements de la santé, c'est quoi pendant 6 mois? L'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Si on ne connaît pas ces fondements-là, on ne peut pas quand même... L'eau, les fondements de la santé, l'eau, le soleil... Le soleil? Le soleil. Oui. L'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Et la nature. Donc, j'ai eu avec brio cette formation. Ensuite, toujours des questions. Je me suis inscrite dans une école de naturopathie à Paris. Donc, j'ai fait à peu près près de 2 ans de naturopathie niveau 1. Oui. Et donc, j'ai eu une très belle mention bien, parce que j'ai une très bonne moyenne. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait la naturopathie niveau 2. Oui. Donc, j'ai fait pendant 1 an et demi la naturopathie niveau 2. Donc, j'ai eu avec brio ma formation. Après, je suis parti à Londres, où j'ai assisté à un congrès international des naturopathes. J'étais la seule Guadeloupéenne à ce congrès-là. Il y avait un Martiniquais. J'étais la seule Guadeloupéenne. Et donc, mais entre-temps, je fais toutes ces formations-là en travaillant. Et des questions fusent, les clients me posent des questions. Et quand j'ai compris que j'avais des gens qui souffraient de stress, qui souffraient de paroles, parce que les gens ont peur de parler, ils ont peur de se livrer, ils ont peur de se livrer. Donc, j'ai fait une belle formation de développement personnel et de coach de vie. C'est une formation que j'ai suivie pendant à peu près 15 mois. Et donc, j'ai à mon actif à peu près 6 ans de formation pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je continue mes formations, puisque là, je suis en train de faire une formation dans la graphologie.
Graphologie. La graphologie, c'est-à-dire faire le test de la personnalité à partir de l'écriture. Et donc, voilà. Et toutes ces formations-là, je les dois aux Guadeloupéens, aux clients qui viennent au cabinet, puisque les gens m'en demandent, ils m'en redemandent. Et c'est une confiance qui s'est installée parce que quand on a l'écoute, dans la mesure où on a l'écoute du client, et on trouve une question, puisque bon, du coaching, j'en fais, et les gens en sortent très, un peu abasourdis, je vais dire, puisque là, quand coaching, on apprend le créole en moi aussi. Oui. Hein. Ah ben oui, et donc, et comme je leur dis, le coaching, c'est pas passer la main dans le sens du poil, c'est vraiment poser des questions pour faire naître chez cette personne la manière dont elle doit faire au cas où si cette personne a des problèmes, etc. J'en sais quelque chose. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'eau. On va parler de l'eau. L'eau, bien sûr, c'est pas les problématiques de l'eau, parce que ça, c'est le vendredi qu'on parle de ça, mais aujourd'hui, on parle de l'eau par rapport à la naturopathie, par rapport à la source de la vie, en fait. Hein. Oui, l'eau est source de vie, et je vais dire aux téléspectateurs que l'eau a un processus très important dans le corps, que l'on néglige et que l'on oublie. Et le plus souvent, quand on a des problèmes de santé, ces problèmes proviennent de l'eau. Par exemple, je vais dire, quand on est fœtus dans le ventre de notre mère, on baigne déjà dans le liquide amniotique. Oui. Nous avons 93% d'eau dans le corps. Quand on est bébé, nous avons 80% d'eau dans le corps. Quand on est aîné, nous avons 60% d'eau. Donc, il y a une déperdition à peu près de 33% entre être fœtus et être aîné. Et donc, c'est pour cette raison que quelquefois, on trouve des gens qui disent j'aime pas le goût de l'eau, je ne bois pas l'eau. Ou alors, il y a des gens qui vous disent tous les jours j'ai une migraine incessante. Parce que ce sont des gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau, ou alors qui disent que j'ai pas envie de boire l'eau. Quand ces gens-là ont soif, ils vont vers une boisson, et ce qui complique la déshydratation. Donc, il faut savoir que dans le cerveau, nous avons 83% d'eau. Dans le foie, nous avons 70%. La rate, 70%. Les muscles, 75%. Dans les os, nous avons 22% d'eau. Donc, quand quelquefois, il y a une sensation de soif, c'est le corps qui nous dit, voilà, il est temps de boire de l'eau. Ouais. Mais quelquefois, on n'a pas l'écoute de notre corps. Et c'est pour cette raison que je dis toujours, et je dirai toujours, la première chose dans notre santé, c'est être à l'écoute du corps, à savoir les sollicitudes du corps, ce que le corps nous demande. Parce que quand on a soif vers 11 heures, ça fait depuis belle lurette qu'on aurait dû boire de l'eau. Puisque le corps, il n'est pas fait pour rester sec. Et l'eau doit être renouvelée incessamment. Quand il n'y a pas un renouvellement de l'eau qui se fait, par exemple, si quelqu'un a bu de l'eau vers 8 heures du matin, il est 11 heures, cette personne n'a pas bu. Il faut penser que l'eau donne de l'énergie au corps. C'est comme l'essence dans votre voiture. Il n'y a pas d'essence dans la voiture, et bien la voiture, paf, 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 et après, la voiture ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'eau dans le corps. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un épaississement du sang qui se fait. Cet épaississement produit un ralentissement sanguin. Ce ralentissement sanguin produit des engourdissements dans les muscles inférieurs et dans les muscles supérieurs. Puisque pourquoi ? Comme il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps, l'eau a plusieurs rôles. L'eau lave, l'eau nettoie, l'eau transporte. Dans notre organisme, l'eau joue un rôle très important. L'eau transporte tout ce qui n'est pas bon, on va dire les déchets, les toxines, vers la sortie. Donc il faut de l'eau. Oui. L'eau transporte les nutriments, les vitamines entre cellules, intracellulaires ou extracellulaires. Et l'eau nous permet de drainer. Si on n'a pas suffisamment d'eau dans le corps, on peut ne pas transpirer. Si on n'a pas suffisamment d'eau dans le corps, on ne va pas bien. Donc, le corps nous envoie aussi quelques alertes. C'est-à-dire quelqu'un qui a une migraine incessante. Tous les jours, cette personne a une migraine. Parce que pourquoi ? Quand le corps est en sécheresse d'eau, qu'est-ce qu'il fait ?
il va chercher de l'eau là où il y en a. Il va récupérer de l'eau dans les muscles et comme ça, on aura des engourdissements et des crampes parce que qu'est-ce qui se passe? Les muscles ne sont pas oxygénés et les toxines prennent place. On a une migraine incessante. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau n'est pas oxygéné et la circulation du sang ne se fait pas correctement puisque le corps est obligé d'aller piocher de l'eau un peu partout là où il y en a, c'est-à-dire dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, etc., pour pouvoir reverser cette eau dans le sang. Parce que quand le sang devient visqueux, et c'est pour cette raison quelquefois, il y a des gens qui font des malaises, parce que le sang il est visqueux, la personne a des palpitations, donc le cœur il est obligé de tirer pour faire remonter ce sang dans le cœur. Et donc, quelquefois, les gens ont le temps de faire des malaises. Pourquoi? Parce qu'ils ne boivent pas suffisamment d'eau et le sang devient trop visqueux. Combien de litres d'eau par jour en moyenne pour quelqu'un? Non, en moyenne, vous savez, moi je fais des bilans de vitalité. En moyenne, je ne vais pas dire un chiffre là maintenant, parce que chacun a son taux d'eau dans le corps. Oui. Il y a des gens qui pèsent 120 kilos, il y a d'autres qui pèsent 60 kilos, ce n'est pas les mêmes quantités d'eau. Il y a des gens qui sont très sportifs, il y a d'autres qui sont très sédentaires, il y en a qui mangent très salé, il y en a qui font moins de sport que d'autres. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour savoir combien d'eau donner à chaque individu. Il faut savoir que la cure d'eau peut régler beaucoup de problèmes de santé et une cure d'eau peut empêcher d'avoir des symptômes. Parce qu'une sécheresse dans le corps, qu'est-ce que ça fait? On peut avoir un vieillissement prématuré, on peut avoir une fonte musculaire, on peut aussi avoir un amaigrissement non contrôlé, ou quoi maigri, ou quoi du pas café aïe, et ou quoi maigri. On peut avoir des plis sur la peau, et on peut être aussi un peu plus foncé que d'habitude. Ou quoi dire, en pas qu'à y un soleil, en pas qu'à comprendre, mais pour au moins qu'à une pli noire. Donc, une déshydratation peut déboucher sur beaucoup de problèmes de santé. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut être à l'écoute du corps. Quand vous buvez beaucoup d'eau en mangeant, c'est-à-dire, vous êtes en train de déjeuner, ou que vous buvez un verre, ou que vous buvez 2 verres, ou que vous buvez 3 verres, c'est que vous êtes très déshydraté, puisque vous n'avez pas préparé le corps au repas. Donc, vous vous trouvez après avec des acidités à l'estomac, des lourdeurs à l'estomac. On peut se trouver avec des constipations. Quand il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps, on peut avoir des eczémas, on peut avoir une mauvaise haleine, on peut avoir l'odeur de la sueur, des calculs rénaux, des constipations. On peut aussi avoir une profusion de très, très, très mauvaises bactéries, ce qui peut impacter la sphère intestinale. Et quand la sphère intestinale est impactée, on peut avoir une hyperperméabilité intestinale, on peut avoir la maladie de Crohn, on peut être constipé et on est en baisse immunitaire parce que l'immunité provient approximativement à 80% de la sphère intestinale. Donc la conclusion, c'est que... La conclusion, Brad Lopaneikea, mais il faut de l'eau. L'eau, c'est un élément vital. Il faut de l'eau dans le corps et il faut changer constamment l'eau parce que quand on ne change pas constamment l'eau, nous avons un peu d'eau qui reste dans le corps que j'ai appelé des eaux usées, qui passent, qui récupèrent tout ce qu'il y a comme toxines. Mais comme vous ne buvez pas pour pousser cette eau usée à la sortie, donc cette eau usée reste dans votre corps et vous êtes en rétention d'eau. Et je dis tout le temps, il y a un proverbe créole que vous connaissez très bien qui dit, c'est près la chien qu'a guéri, mordé à chien. Oui. Donc quand on est en rétention d'eau, ça veut dire qu'on a beaucoup d'eau usée dans le corps, ce qui impacte la lymphe, ce qui impacte la circulation sanguine. Il faut boire de l'eau pour qu'on puisse éviter cette histoire de rétention d'eau. Le numéro de téléphone, si on veut vous contacter. Alors, mon téléphone, c'est le 06 90 73 78 17 pour que je puisse faire des bilans de vitalité. Et c'est à partir d'un bilan de vitalité que je détecte que le corps, il est très déshydraté. Et un corps est fait pour être hydraté. Merci Edith. Je rappelle donc ce numéro de téléphone 06 90 73 78 17.
c'est l'occasion de prendre des rendez-vous, mais on sait que les rendez-vous fournissent un grand agenda. Bref, j'ai rien dit. Les gens qui écoutent savent que pour avoir un rendez-vous chez Edith maintenant, c'est pire qu'aux ZCL. Hein. Bien, il est 13h44 à peu près. C'est l'heure du Sandy Show, c'est-à-dire SDM. C'est parti, c'est une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière, qu'on n'avait pas pu diffuser. Cette fois-ci, on va la diffuser. Et on salue Sandy qui a justement un petit problème de santé, en espérant que depuis, pour samedi, elle sera au top. Allez, c'est parti. Voilà, effectivement, c'est jeudi, je rapproche au téléphone puisque Sandy est avec nous en direct, comme chaque jeudi. Bonjour Sandy. Bonjour Danick, bonjour à tous. Et comme d'habitude, il y a un invité. Ben oui, toujours bien accompagné. Oui, donc bien pour sûr. la rubrique Actu Showbiz, donc je suis avec DJ Mr. Joe. Hello, ça va, tranquille. Un gros Ça modèle, va, comme Joe? on dit, c'est un gros modèle. Au calme. Oui. Alors, Tranquille, mais ça va, impeccablement ça va bien. je Ça suis fait super plaisir contente de d'être te ici. recevoir, en tout cas dans la chronique S2M. Merci. Voilà. Donc Mr. Joe, en tout cas DJ Mr. Joe, qui a tout nom à Danick, est-ce que tu le connais? Je le découvre, jamais Tu le entendu découvres. parler, mais j'ai jamais dansé sous sa musique. Voilà, alors, Voilà, c'est ça surtout. moi quand j'ai en tout cas, je le connaissais déjà, mais lorsque j'ai... Donc ça veut dire que tu vas souvent en boîte. Oh, non. T'as dit ça à Dio. non. Je connais Mr. Joe depuis le lycée. Exactement. Voilà, nous d'accord. étions à Benbridge ensemble. C'est ça. Ok, Voilà, depuis, nous avons évolué. C'est ça. Voilà, chacun de notre monsieur est côté. devenu king maintenant dans le domaine. On Et essaye. d'ailleurs, quand j'ai lu sa biographie, plus ou moins, je me suis assise, quoi. Waouh. Oh là là. Alors, Mr. Joe, est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore? Ben, DJ Mr. Joe, bon, ça fait, on va dire, 19 ans maintenant que je mixe. Je suis un DJ très éclectique, principalement à connotation caribéenne. Donc, tout ce qui est afro, tout ce qui est zouk, tout ce qui est soca, c'est le dada du monsieur. Waouh. Tu as vu comment il dit ça? Non, c'est bien ça. Alors, tu vis de ça, Mr. Alors, Joe? actuellement, oui, mais je ne fais pas que ça. Comme on dit, ma mère m'a toujours appris à ne pas avoir une seule casquette dans la vie. D'accord. On ne sait jamais. Donc voilà. Tu cumules effectivement. Exactement, les Et activités. tu as le temps. Moi, je me suis toujours posé la question, puisque monsieur mixe plus ou moins pratiquement tous les week-ends, Exactement. parfois lors de quelques soirées également en semaine. C'est ça. Et tu arrives malgré cela à cumuler. C'est ça. Mais bon, D'accord. après, ça nécessite bien sûr de l'organisation. Mais depuis le lycée, hein, en fait, j'ai toujours cumulé travail ou bien études et le mix à côté. D'accord. Donc voilà. Alors, moi, j'aimerais que tu nous dises quel est ton plus en tant que DJ, puisque des DJ, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Alors, ta spécificité, si on peut dire ça comme ça. Alors, ce qui fait ma force, c'est vraiment le côté éclectique en fait. Vraiment le côté éclectique où je suis audacieux, donc je ne cherche pas à me fixer des limites concrètement. Donc, plus on me dit ne va pas là, plus c'est là où je vais aller justement. D'accord. Donc tu peux mixer une soirée pour des jeunes, moins jeunes, des voilà. Moi, on te connaît aussi pour la VO, la C'est ça, soirée la VO. Mais est-ce que tu es à l'aise aussi C'est quoi la soirée la VO? Il faut m'expliquer. La version Il faut- originale. Ah, la version originale. Mais tu es censé connaître la je VO quand même. Je C'est ça. découvre Ah bon. tout Il ça. faudra l'inviter. Hein. Il n'y a pas de souci, D'accord. avec plaisir. Non, mais On va je lui donner viendrai. des Mais places. je voulais juste vous poser une question. Vas-y. Oui. Comment tu arrives à te tenir informé de tout ce qui sort? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de disques qui sortent, enfin de streaming, etc. Comment tu Ben, fais? principalement sur les réseaux, hein, sur les réseaux ou encore bien sûr les artistes aussi nous envoient. Les artistes envoient directement. Exactement. Ouais. On a des plateformes en fait de DJ où les artistes nous envoient leur bande sonore également. D'accord. Voilà. Mais principalement sur les réseaux pour savoir qu'est-ce qui est en vogue ou pas. Et ça veut Ou dire que qu'est-ce qui porte Ouais. Ça veut dire que tu regardes aussi les chaînes musicales, genre Trace, Indies, etc. de tout.
de tout. Vraiment, c'est important. Mais c'est quand même une pression en tant que DJ, puisque moi je me dis que tu es dans une soirée, si le DJ n'est pas bon, il plante la soirée, quoi. C'est quand même une... Un DJ ne peut pas ne pas être bon. Moi je suis déjà allée dans certaines soirées où je me dis... Avant, je me dis, mais comme il s'est gavé, quoi. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé aussi. Oui, voilà. Donc, même aller voir le DJ, lui dire, bon, attends, nous pas dire rien d'autre. C'est quand même la honte, non? Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as... Alors, bon, après, tout DJ est passé par là, au moins au début de sa carrière. C'est formateur, au contraire, justement, et ça t'apprend à te remettre en question. Mais bon, moi, je le vis pas comme une pression, mais plus comme un challenge, surtout. Donc, franchement, il faut justement être à l'écoute de son public. C'est ce qui te permet justement de te surpasser et de t'adapter au mieux, surtout. Être en symbiose aussi avec les gens. Voilà. Si tu vois que les gens ils ne dansent pas, tu vas pas continuer dans ton truc. C'est ça. Tu es là effectivement pour amuser. Alors, je voulais te poser une autre question. Le matériel quand même a beaucoup évolué parce qu'autrefois c'était avec les mains qu'on faisait le mix. C'est toujours ça. Toujours ça quand même. C'est toujours ça, sauf que le matériel est digital maintenant, le matériel. Pas forcément. Enfin, oui, la partie digitale en fait c'est sur l'ordinateur où tu as ta base de son, mais tu mixes toujours le son comme si c'était un lecteur CD ou un lecteur vinyle. Avec du 33 ou bien du. Justement, tu peux créer la même chose, sauf que tu prends le son de l'ordinateur que tu l'envoies sur ton 33 tours. Ah, d'accord. Voilà. Donc le traitement est différent. Tu n'as plus à te balader avec toutes tes caisses. Voilà, c'est ça. Donc tu n'as plus à te balader avec toutes tes caisses et c'est un gain de poids, mais en même temps tu as toute la sensation d'avant. Oui, et il faut avoir son casque tout le temps. Exactement. Et le DJ quand même, il met un petit peu d'ambiance aussi. Exactement. Donc du coup, être à l'écoute pour pouvoir animer, voir qu'est-ce qui serait le mieux à mettre à quel moment. Surtout que Joe, au niveau animation, ça y va. Alors là, franchement, si tu assistes à une soirée et que tu ne danses pas avec Joe, c'est toi qui ne veux pas danser. Alors moi, soit quand je reçois un artiste en général, je demande toujours de faire un petit acapella. Alors imagine que tu as une soirée là maintenant. Comment tu démarres la soirée quand tu rentres pas ça va dépendre de la tranche d'âge. Alors on va prendre des 20-25 ans. Il chantait à Benbridge, alors fais-nous un petit moment. Ça remonte ça. Tu as une soirée des 20-25 ans là, très branché, afrobeat, etc. Comment tu rentres 20-25 ans, en fonction de la tranche d'âge, on va commencer par du hip-hop à peu près. Oui. Voilà. Mais si par exemple c'est on va dire la génération 35 à la montée, là on va commencer par du bon zouk. Ah, carrément. Voilà. Ouais, direct. Bah oui. Et en cette heure, plein piste là. Ah oui. Mais alors, l'autre chose, c'est le zouk aujourd'hui qu'on entend. Bon, j'aime pas tellement le terme rétro zouk, mais j'ai l'impression qu'il y a 15-20 ans, le son était plus différent qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce qui marche en zouk aujourd'hui, je suis incapable de dire. J'ai l'impression que les gens écoutent moins de zouk, peut-être, non? Enfin, ça dépend de la tranche d'âge, tu me diras. Les gens écoutent toujours du zouk, mais c'est vrai qu'en fonction de la tranche d'âge, effectivement, tu as certains qui boudent le zouk par rapport à avant. Et pourtant, le zouk est très demandé ailleurs. On a juste, par exemple, si au Paris, la bonne Ayana Kamura, qu'est-ce qu'ils reprennent? C'est du zouk. C'est du zouk. Voilà, ils essayent d'appeler ça du hip-hop ou de la keys. Même certains haïtiens, certains groupes haïtiens, il y a une chanteuse haïtienne que je l'entends, c'est pratiquement. Oui, les accords, c'est du zouk. Les accords, c'est ça. Oui, c'est le bon terme, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ces accords, ce sont aussi du zouk. Oui, bien sûr, je t'embête. Alors, une mauvaise expérience. Ta plus mauvaise expérience, et également, on parlera de l'une de tes meilleures expériences jusqu'à présent. Alors, mauvaise expérience. Mon ordinateur qui m'a planté en pleine manifestation. C'était où à l'époque à Marie-Galante. Voilà. Ouais, combien de personnes? Je mixais, bon, il y avait pas, c'est quoi, il devait y avoir un truc comme 150 personnes. Mon ordinateur m'a planté, mais fort heureusement, un collègue a pu m'aider. Du coup, j'ai mixé sur son ordinateur. Ouais. Et donc voilà, mais c'était compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir un ordinateur de secours au cas où. Soit ça, ou bien au moins une base de données. Une base de données qui est déjà établie. Voilà. Comme on balance. C'est ça. C'est ça. Et ta meilleure expérience, ta plus belle expérience jusqu'à présent? Alors, plus belle expérience, la Kawi Kira One Love de Paris. Ouais. Là, quand même, hein? Elle était vraiment combien de personnes? Je crois qu'il y avait à peu près 6 ou 7 000 personnes. Ah ouais. Ben oui.
Exactement. Karaoke One Love de Paris. Bon, même celle d'ici aussi. Hein. Celle d'ici, à Saint-François, là, c'était à Saint-François. Exactement, c'est à Saint-François. Il y a aussi la Old Day de l'époque. Il est plus branché comme moi, tu vois. Il est plus branché comme moi. Non, mais il a son anti-sèche. Ah. Ouais, non, mais c'est top. Franchement, comme je te disais, DJ Mr. Joe, il a déjà en tout cas mixé dans pas mal de gros mouvements, de grosses soirées. Et c'est bien. Quand je vois ton évolution de Ben Bridge à maintenant, c'est plaisant, en tout cas. Vraiment, voilà. C'est ce qu'on va faire. Oui. On va le demander de nous envoyer un petit mix et on passera à la fin de l'émission. Ah ben oui. Avec grand plaisir. On va faire ça. Comme ça, avec toute la voix et tout, et on va mettre ça. Mais par contre, il a essayé de m'esquiver parce que je lui demande de me chanter un petit truc. On lui a dit, on lui a dit de nous faire un petit acapella vite fait. En plus, il va le faire pour terminer. Il va le faire en terminant. Bon, d'accord, moi je n'oublie pas. Il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Et puis, dernier point, tu voulais nous parler d'un nouveau concept. Exactement. Donc, j'ai monté un nouveau concept, une nouvelle team qui s'appelle Zero Motion avec un percussionniste et un saxophoniste. Donc, du coup, on fait des shows assez régulièrement improvisés. Voilà, donc DJ, saxo, percussionniste. Donc, avec Andy Amboulé et Brice. Donc voilà, donc franchement... il y a de belles choses à venir. Belles choses à venir. Très bien, on te fait confiance pour ça. Et ça, ce genre de spectacle, enfin spectacle entre guillemets, c'est du son, il n'y a pas de musique chantée, c'est uniquement des VO, j'ai envie de dire. C'est ça. Oui, mais sans la musique, sans texte. Alors non, en fait c'est des sons que je mixe normalement. Ah, c'est des sons que tu mixes toi. Et je mets des parties soit en acapella, soit en instru pour l'accompagnement, l'instru, voilà, pour les instruments. Et c'est quel rythme, sous quel rythme ça? De tout, franchement, de tout. Beaucoup d'afrobeat aussi. Beaucoup d'afro, de la soca. Il y a un nouveau style musical qui s'appelle l'amapiano. L'amapiano. Ah, je connais pas. L'amapiano. Voilà, exactement. Bon, c'est tiré de l'afro également, mais franchement, qui s'y prête bien. Ouais. Donc franchement il s'amuse bien dessus en mode sax. Voilà. Je donne une petite information. Vas-y. Il y a 2 ans, je suis allé à Trinidad. Je suis allé dans une soirée à Trinidad. Alors je m'attendais à du calypso, du soca. Zéro. Que de l'afrobeat. Toute la soirée, que de l'afrobeat. Même pas un seul soca, même pas un calypso, rien. Afrobeat à 100%. C'était à Trinidad, la Port-au-Prince. Bon, c'est une petite anecdote. Ok, alors on peut avoir notre acapella. Nous sommes à la fin de l'émission. Comme ça, là, tu me prends de cours, je vais pas te mentir. Là, j'ai pas d'idée. Là. Le DJ n'a pas d'idée. T'as vu ça? En tant que chanteur, là, c'est pas pareil. En plus, pour la prochaine fois, tu nous réserves ça alors. Il n'y a pas de souci, volontiers. Super. Ben écoute, Danick, nous sommes à la fin de la chronique. Déjà, oui. Ben oui. Ah, on peut continuer. Non, c'est bon. Non, mais nous sommes mes invités qui m'attendent. Ah ben voilà. Hein, de toutes les façons, Joe, tu es toujours exactement. Bienvenue dans la chronique. Avec plaisir. On le fera venir. On fera un truc mix. Un truc en live, même un vrai live. On peut faire un live mix. Oui, un live mix. Non, Danick va danser. Ah non, mais pas niveau blague. Je te prends au mot. Un jour, on est quoi là? On est en fin mars, après, on est en carême, après le carême. Il n'y a pas de souci, volontiers en tout cas. Nous t'en prenons tous les deux au mot. Exact. En tout cas, c'était Sandy pour la chronique S2M. Aujourd'hui, je recevais DJ Mr. Joe. Je vous dis à très bientôt, en tout cas jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'intégralité de l'actualité de la chronique sur Sandy Kelly officiel Instagram et chronique S2M Facebook. Voilà. Ipati. Bien propre. Voilà, 14h, juste un petit temps pour faire un petit tour du côté de France Relance Entreprise Bois d'ici. Ce sujet de Grégory Lap, c'est important de savoir ce que c'est France Relance parce que de plus en plus dans les communes, y compris à vieux habitants, on crée ce type d'organisation. On regarde ce reportage et on se quitte là-dessus. Notre activité, c'est en fin de compte la filière bois, de la coupe des arbres, l'extraction, le transport à la scierie, le sciage, le séchage et ensuite la transformation. Plancher, bardage, volige, on fait aussi un peu de mobilier, on fait tout ce qui est en bois local
pour la construction et pour l'ameublement des gens privés et un petit peu de chantier public parce que aujourd'hui les collectivités elles ont besoin de bois local dans leur construction. La filière du bois était une filière qui existait, notamment sur la côte sous le vent, et puis petit à petit elle a périclité. Il nous reste très peu d'entreprises et celle-ci s'est montée il y a 2 ans et elle a une grosse capacité d'investissement parce qu'elle a un carnet de commandes qui est plein et elle n'arrive pas à satisfaire ses commandes. Elle est sur un secteur qui est un peu un secteur de niche, qui est celui de la valorisation du mahogany notamment ou des ressources naturelles de bois naturelles de Guadeloupe qui poussent sur tout le massif de la soufrière dans toutes les forêts qui sont gérées par l'ONF. Alors le ravitaillement se fait sur toute la Guadeloupe. Hein. Là vous avez derrière moi des grumes de mahogany qui viennent de Petit-Bourg. Là actuellement nous sommes en train de faire des arbres sur Saint-Claude, et là c'est de l'acajou. Alors oui, il y a du bois, mais en fin de compte, c'est du bois qui a été planté dans les années 60, 70 par l'ONF à l'époque, à cet effet, qui est vraiment dédié à l'exploitation forestière. Donc vous avez, d'après l'ONF, 50 000 m3 de bois disponibles pour les Guadeloupéens. Je pense que le bois local peut être un métier d'avenir. Il y a de plus en plus de demandes et c'est dommage de ne pas valoriser cette ressource plus que ça aujourd'hui. Ça représente quand même un bon coup de pouce. Nous, on a investi quand même 200 000 € dans ce projet. Ce qui fait que le plan de relance nous aide bien par rapport à ces investissements. Là aujourd'hui, on aide à hauteur de 50% l'investissement ici dans une entreprise qui traite du bois de façon générale, donc depuis les grumes jusqu'à des planchers qui sont ici. En fait, toutes les entreprises le sont, il faut qu'elles déposent des dossiers et ensuite on travaille avec elles sur le projet d'investissement. Alors après, quand ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs dans lesquels on veut privilégier la montée en capacité, la montée filière ou la capacité d'emploi, comme ici, eh bien on les aidera d'autant plus. Bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 17 mars, on se retrouve demain le 18. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début de ZCL Madame Ludivine Gustave Diduflo, qui est coach et qui nous a donné rendez-vous dimanche à la Creole Beach pour un business gratuit, un coaching business gratuit. Ensuite, Eva Gérion est venue parler de la MNT, de l'importance des mutuelles. On a reçu aussi André Simoneau, qui est directrice de la communication d'une agence qui s'appelle K2Com, avec elle on a fait un point sur le métier de communicante et les difficultés, mais aussi la passion, parce qu'elle a dit que c'est un métier passionnant. Edith Evidus, aujourd'hui, notre naturopathe a parlé du rôle de l'eau. Il faut boire l'eau pour pas animer la tête le matin, justement là où on va lever, très important. Et puis on a fini avec Kelly, comme Sandy Kelly, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Sinon, l'actualité, c'était la pose de la première pierre de la CIMGUA. On a vu ce que ça a donné avec les collectivités locales. Rien sur la Corse pour l'instant. Nos collectivités n'en ont pas parlé. Il n'y a pas eu le moins de communiqué de presse, mais ni de réaction. C'est que bizarre, puisque je rappelle tout de même que le ministre des colonies qui est venu ici avait parlé de l'autonomie, mais il n'y a pas eu de rebond là-dessus. En Corse, c'est Darmanin qui est allé, qui a parlé de l'autonomie et qui a commencé des discussions. Probablement au cours de l'année qui vient, en tout cas de cette année, la question de l'autonomie de la Corse se pose et va se poser de façon concrète. Que disent nos élus quand ils disent c'est ça? Rien. CSPD Moule, bilan de la délinquance avec Charlie Dagonia, France Relance, on vient d'entrevoir, entreprise bois d'ici, Grégory Labs. Voilà, c'est fini. La réalisation était assurée par Jordan avec Sandy, Community Manager et Marketing Digital et compagnie. Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. On vous quitte.